Donc bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 3. Donc épisode 3, on va commencer à attaquer les choses vraiment sérieuses, dans le sens où on va partir sur une architecture un peu plus réaliste. En l'occurrence ici, on voit bien que le User Detail Service, euh, avec des utilisateurs en dur et un in-memory User Detail Manager, c'est vraiment pas raisonnable. Donc, l'idée là, c'est évidemment que nos utilisateurs vont être stockés en base de données ou autre, et que du coup, on peut ajouter des utilisateurs, enregistrer de nouveaux utilisateurs qui peuvent ensuite se loguer. Donc, évidemment, dans notre modèle, on va avoir une nouvelle classe qui va être utilisateur. Alors, ces utilisateurs, donc, c'est ceux que nous on va gérer. Donc, on met évidemment exactement ce qu'on veut dedans. Donc en l'occurrence, comme on va servir de cette classe-là pour qu'il se connecte, on va obligatoirement avoir au minimum un login, un password, et ensuite un petit peu ce qu'on veut. Donc là, je vais prendre un petit exemple avec le minimum, donc un login, un password, logique. Et ce que je vais rajouter, c'est comme certains utilisateurs sur notre API vont être administrateurs, je vais tout simplement rajouter un booléen isadmin. Et donc tous les utilisateurs particuliers qui auront droit notamment de faire des deletes sur les messages. On l'a vu dans les épisodes précédents avec les droits associés sur les URL en delete, pourront être admin. Donc je vais simplement faire comme d'habitude. Tant que j'en ai pas besoin, je vais générer un constructeur et les getters uniquement pour qu'ils soient immutables. Donc sur les trois. Voilà. Donc là j'ai mon modèle avec mes utilisateurs. Et donc l'idée ça va être de dire à Spring Security, ben écoute, quand tu as besoin d'un utilisateur, tu vas le demander à ma base de données pour regarder si les utilisateurs existent bien et si le mot de passe est bon. Alors problématique, comme on a pris une architecture super simple avec pas de couche de service, pas de base de données ou autre, je vais être obligé de faire un truc super moche. Je vous conseille de fermer les yeux. Ça va être d'utiliser mon contrôleur en fait pour stocker, mais comme je l'avais fait pour mes listes de messages, je vais stocker mes utilisateurs dans mon contrôleur. Euh, du coup, ça va donner quelque chose comme ça. D'accord. Donc je fais des maps, puisque je vais aller les chercher systématiquement par leur login, les utilisateurs. Donc je les stocke dans une map avec comme clé leur login et comme objet l'utilisateur lui-même, une tree map. Et comme je vais devoir y accéder depuis l'extérieur, je mets un truc encore plus moche. Donc tout ça c'est du statique, hein. Je mets un get utilisateur qui permet de récupérer cette fameuse map. Alors comme ça va remplacer euh, les utilisateurs statiques que j'avais définis jusqu'à présent, il va falloir que, comme cette map va référencer tous mes utilisateurs qui ont le droit de se connecter, je vais initialiser cette map avec des utilisateurs à l'intérieur. Donc je vais faire ça toujours de manière aussi moche. Donc comme c'est une variable statique, je vais faire un bloc d'initialisation statique. En l'occurrence, je crée deux utilisateurs, mon fameux Fred qui n'est pas admin et un utilisateur admin qui lui est admin, d'accord, et je vais simplement enregistrer dans ma map avec des puts
ces deux utilisateurs pour pouvoir bah, attaquer mon API avec un de ces deux utilisateurs pour faire mes tests. Bon, évidemment, tout ça, c'est très moche, mais ça permet de le faire très facilement, très rapidement, sans être obligé de passer par une couche de base de données super classique. Donc revenons à nos moutons. Donc maintenant j'ai une base de données qui contient mes utilisateurs. Et donc l'idée, ça serait au niveau de Spring Security de déléguer ici l'authentification des utilisateurs auprès de cette fameuse base de données. Alors la manière la plus simple de le faire, c'est de dire ben, je vais customiser entre guillemets le user detail service qui est ici défini par une in-memory et je vais le déléguer à une de mes classes qui va faire le boulot. Donc là, on va simplement remplacer le code qui est ici. On va laisser tomber le in-memory user detail et on va dire je délègue l'authentification à un custom user detail. Évidemment, il n'existe pas, donc ça va être à nous de l'écrire pour lui expliquer en fait comment le faire. Donc je rajoute cette fameuse classe. Alors pour que ça marche, évidemment, elle doit implémenter User Detail Service, qui est le service de base, qui est prévu par Spring Security pour le remplacer. Donc notre idée là, ça va être de dire, ben, je vais définir mon propre système de récupération des User Detail. Alors, cette interface, elle est super simple. En fait, elle possède une seule méthode que vous devez donc implémenter pour faire un User Detail Service. Spring Security en fait va lui déléguer la récupération d'un User Details en donnant le login de l'utilisateur. Donc vous avez une seule méthode à implémenter, c'est load user by username. Voilà, donc je fais un override dessus. Et donc cette méthode, elle reçoit en paramètre d'entrée une chaîne de caractères, c'est le login de l'utilisateur, ou ce qu'il appelle username. Et vous êtes censé dans votre méthode renvoyer le user detail de cet éventuel utilisateur. Donc là, du coup, pour nous, l'idée, ça va être de dire je vais chercher l'utilisateur en base. Si je le trouve, ben, je vais fabriquer un user detail à partir de cet utilisateur. Si je ne le trouve pas, c'est déjà prévu. Il y a un username not found exception qui est prévu, donc il faudra qu'on renvoie cette exception. Alors du coup, première étape, j'essaye de récupérer mon utilisateur à partir de son login. Donc là, normalement, on va regarder dans la base de données. Bon, j'ai fait ça. Voilà. Dans le contrôleur, c'est moche, mais ça marche. Donc là, j'ai la map qui contient éventuellement l'utilisateur. Donc je vais tenter de le récupérer en lui passant la fameuse chaîne S ici, qui est censée être le login de l'utilisateur. Donc quand j'arrive ici, deux possibilités. Soit il l'a trouvé parce que l'utilisateur existe vraiment, celui qui tente de se connecter. Donc là, il va falloir que je vérifie que son login, que son password est OK. Mais avant, s'il ne l'a pas trouvé, ça veut dire que l'utilisateur n'est pas en base. Je vais simplement lever une exception pour lui dire que je n'ai pas trouvé ce user. Avec ce login S. Voilà. Donc quand j'arrive ici, voilà, je suis bon. L'utilisateur, je l'ai bien trouvé en base. Donc, problème, je peux pas faire tout simplement le return utilisateur. Puisque lui, ce qu'il attend, c'est pas n'importe quoi.
c'est pas une classe utilisateur à moi, c'est une classe user_detail. Alors, une des solutions qu'on trouve assez régulièrement sur Stack Overflow par exemple, c'est de dire que la classe utilisateur ici implements user_detail pour être capable de faire des returns directs. Alors c'est une solution, je trouve ça assez moche, parce que ça veut dire qu'en fait dans notre modèle, la classe utilisateur va dépendre de Spring Security. Ce qui est un petit peu gênant quand on a un modèle de base. On évite de rajouter des dépendances évidemment. Donc là, on va faire plus simple, on va encapsuler, on va fabriquer le user detail à partir de l'utilisateur qu'on vient de récupérer. Donc là, on fabrique un user detail. Voilà. L'idée, c'est de le fabriquer à partir de l'utilisateur qu'on vient de récupérer. On l'a déjà vu, pour fabriquer un user detail, en fait, voilà, on a dans la classe user de sécurité un builder qui nous permet de le fabriquer. Donc du coup, on va faire comme on l'avait déjà fait précédemment, sauf que c'était en fixe, mais là on va le fabriquer dynamiquement. Le username, c'est le get login de l'utilisateur. Le password, ça va être le password de l'utilisateur. Alors, j'en profite d'ailleurs en disant, là c'est assez moche. On a le mot de passe finalement en clair. Là, l'idée, ça serait de dire, ça serait bien quand même d'encoder le mot de passe et de vérifier la version encodée. Donc ça, j'en avais parlé en cours. La manière de le faire relativement simplement et de manière propre, c'est de dire, je vais enregistrer un bin qui me renvoie en fait l'encodeur. Comme ça, je peux choisir l'encodeur que je veux. Du coup, je retourne dans Security Config. Et là, je vais lui dire, mon gars, si tu veux un encodeur, alors je vais en prendre un assez classique, qui est un bcrypt password encodeur. Donc là, j'écris une méthode password encodeur, aucun paramètre. Et je renvoie ce fameux encodeur bcrypt. Alors du coup, je mets juste la notation adbin. Du coup, à chaque fois que quelqu'un va demander à avoir accès à un encodeur, Spring Boot va automatiquement fabriquer un singleton avec ce password encodeur et il va l'envoyer à tout le monde. Comme ça, vous êtes sûr que tout le monde va utiliser le même encodeur partout dans votre code, ce qui est assez pratique. Du coup, si je reviens dans ma classe, en l'occurrence, ici, je vais en avoir besoin, justement, puisque je voudrais encoder le mot de passe. Du coup, je vais simplement dire j'en ai besoin, ce qui traduit en Spring Boot se traduit par, donc là j'ai mon password encodeur, et je vais simplement lui dire à Spring Boot j'en ai besoin, débrouille-toi pour le trouver. Donc comme d'habitude, voilà, je mets un @AutoWired et Spring Boot va en fait chercher partout un bin qui a ce type là et il va me l'injecter ici. Donc en l'occurrence, celui que j'ai défini dans l'autre classe, le bcrypt, que je pourrais changer pour éventuellement... Du coup, ici, au lieu d'enregistrer comme mot de passe le mot de passe de l'utilisateur directement, je vais l'encoder avec mon encodeur que Spring Boot m'a gentiment envoyé. Voilà. Donc là, du coup, j'ai bien mon mot de passe encodé. Alors, je continue. Je vous rappelle, un utilisateur, il a un username, il a un password, et comme on l'avait défini précédemment en dur,
il a une liste de rôles associés. Aïe, là on voit que typiquement, j'ai pas prévu ça dans mon modèle, puisque dans mon modèle j'ai un booléen, il est admin ou il n'est pas admin, et là lui ce qu'il veut absolument c'est une string 3 petits points, c'est-à-dire un tableau de rôle avec des chaînes de caractères. Donc là il va falloir que je fasse une conversion en disant si le booléen est admin, je vais lui donner les rôles user admin. Si par contre le booléen is admin est à false, il n'est pas admin, je vais lui donner juste le rôle user. Donc l'idée ici c'est de définir la liste des rôles que je peux définir dans le user detail en fonction de l'utilisateur. Si l'utilisateur est admin ou pas. Donc s'il est admin, je vais lui donner une série de rôles admin. Et s'il n'est pas admin, je vais lui donner les rôles associés à un utilisateur simple. Et donc j'ai plus qu'à donner les rôles. Une fois que j'ai fait ça, mon user detail est complet. Je fais un build, je récupère mon user detail et donc ce que je vais renvoyer c'est pas mon utilisateur mais mon utilisateur mappé en user detail et là ça marche. Alors il ne nous reste plus qu'à définir quels sont les rôles admin. Donc ça c'est des constantes, hein, on est d'accord, qui vont être définies à ce niveau là. Donc private static final, donc c'est des tableaux de chaîne, hein, on est bien d'accord, on peut en mettre plusieurs. Rôle admin. Donc le rôle admin, c'est ça. Ben, c'est un tableau qui contient en l'occurrence deux rôles, user et admin. C'est ce qu'on avait défini pour le rôle admin. Hein. Et les rôles associés à un utilisateur. On avait dit qu'il avait juste le rôle user. Donc je vais juste lui mettre que c'est un tableau avec uniquement user. Donc là on a défini notre custom user detail service qui nous permet en fait de prendre nos utilisateurs dans notre application, dans notre modèle et de les transformer à la demande par login en user detail. Du coup, il ne nous reste plus qu'à terminer, vérifier notre security config. Donc là, je renvoie mon custom, j'ai mon encodeur qui va être envoyé partout, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à se poser la question de, au niveau de HTTP, la configuration des URL, est-ce que j'ai quelque chose à changer? Donc pour l'instant, j'ai un permit all, un as role admin, as role user, on l'a géré au niveau de nos appels, donc on n'a plus qu'à tester notre nouveau modèle. Voilà, donc je redémarre mon appli, je reviens ici, je vérifie que tout continue à fonctionner. Donc je run mon permit all, ça pose pas de souci. Je vais faire un post pour poster un message. Donc là, il faut être authentifié. Donc admin a bien été reconnu. Si j'essaye un autre utilisateur qui n'existe pas en base, voilà. Donc il va me renvoyer mon custom user detail service va me renvoyer un not found sur l'utilisateur. Conclusion, il va me mettre un 401 au niveau des accès en me disant que j'ai pas droit d'y accéder. Donc dernier utilisateur, c'était Fred qu'on a enregistré dans notre base de données. Et donc là, on a bien posté notre message.
Au niveau des rôles, on avait dit que le delete était uniquement autorisé à un utilisateur admin. Donc je vais vérifier que mes rôles sont bien gérés au niveau de mon custom. J'essaye avec Fred, logiquement, on est bien d'accord. Voilà, j'ai bien un Forbidden 403. Il me dit que j'ai pas les droits associés, donc il a bien réussi à récupérer les rôles de l'utilisateur Fred, tel que je l'ai défini. Il a renvoyé que user, et quand il a testé asRole admin, il a échoué, et du coup il a bloqué la requête. Et donc normalement, on en a un qui est admin, c'est admin. 204, no content, donc il a bien supprimé le poste 1. Si je récupère la liste des postes, il me reste bien plus que le 2. Donc ça c'est pas mal. On commence déjà à avoir un vrai système d'authentification. Là typiquement, dans un vrai système, on accéderait à une base de données par exemple ou autre. On pourrait faire ce qu'on veut en fait. Donc du coup on a vraiment quelque chose là qui commence à tenir la route. Alors, dernière chose évidemment, c'est bien d'avoir une base de données avec des utilisateurs. La problématique c'est que là pour l'instant, on l'a mis en initialisation statique ici. On a créé au démarrage 2 utilisateurs qui ont rempli la fameuse map. Il faut être évidemment capable de rajouter des utilisateurs, le fameux register, pour être capable d'augmenter le nombre d'utilisateurs dans notre système. Donc il faut être capable d'interagir avec la base utilisateur. Donc comme c'est une API REST, évidemment, le seul moyen, ça va être de passer par l'API REST. Donc dans le contrôleur ici, il va falloir qu'on soit capable au moins de rajouter des utilisateurs dans notre base avec leur login et leur mot de passe pour qu'ils soient ensuite capables de se connecter sur le système. Donc ça c'est assez classique. On va faire du post mapping. On va être capable de rajouter et on va le mettre par exemple comme URL /utilisateur. Alors au niveau du code, ça donne quoi? Vous commencez à connaître, c'est comme le post sur /message. Là, l'idée, en fait, ça va être de récupérer dans le body l'utilisateur qu'on veut créer et on va enregistrer cet utilisateur. Alors, du coup, ça donne quoi? Je vous détaille pas complètement le truc. Donc c'est enregistrer utilisateur, je prends request body sur le post, l'utilisateur qu'on veut créer. Alors juste une petite vérification à faire quand même avant d'enregistrer ce fameux utilisateur, il y a 2 checks à faire. Faut vérifier que ça satisfait bien les contraintes minimales qu'on veut fixer sur qu'est-ce que c'est qu'un login et qu'est-ce que c'est qu'un password. Donc je crée un prédicat là sur les chaînes de caractères pour vérifier qu'elles sont pas nulles. Il faut au minimum donner un login, un password, et que leur taille est supérieure ou égale à 2. Voilà, j'ai fixé ça comme contrainte. Donc qu'est-ce que je vais, première chose à faire, on va vérifier si l'utilisateur passé dans le body là, en forme JSON, est bien valide au sens des contraintes qu'on veut lui donner au niveau du login et du password. Donc en l'occurrence ici, je récupère le login, je vérifie qu'il est bien OK. S'il n'est pas OK au niveau du login ou au niveau du password, je vais générer une bad request et je vais bloquer la requête en disant bah non, il me faut un login, un password, si tu l'as pas rempli avec une taille minimum de 2, je refuse. Donc quand j'arrive ici, normalement le login, le password sont bons. Petite vérification à faire que j'ai pas dans le code ici. Vérifier que le login n'existe pas déjà, puisque là on demande à enregistrer un nouvel utilisateur. Donc normalement là il faut vérifier au niveau des utilisateurs s'ils contiennent la clé utilisateur.getLogin. Donc l'utilisateur est déjà enregistré en base. Dans ces cas-là, évidemment, je bloque
Alors je pourrais le remplacer hein, en faisant mon put, ce qui est un peu dangereux. Et du coup, je vais renvoyer un bad request. Donc quand j'arrive ici, tout est OK, l'utilisateur n'existe pas. Donc ce que je vais faire, je vais l'enregistrer dans ma base, put, je mets la clé son login et je mets l'utilisateur dedans. Il me reste plus qu'à construire la réponse. Donc je vais prendre le slash utilisateur, je vais rajouter slash ID en mettant le login de l'utilisateur. Et je renvoie mon created en lui renvoyant l'utilisateur correspondant. Donc vous remarquerez, j'ai pas mis d'ID puisque là, en l'occurrence, auto-incrémenté, le login devant être unique, c'est lui que je vais utiliser comme ID pour l'utilisateur. Tout est OK. Dernier petit contrôle pour que ça fonctionne. Qui a le droit de créer des utilisateurs? Donc je retourne sur ma config de sécurité. Là, l'idée, ça serait de dire, par exemple, hein, c'est pas obligatoire, sur certains sites, on peut se register de manière automatique. Pour pouvoir faire l'ajout d'utilisateur, donc pour pouvoir faire un post sur l'URL API slash utilisateur, je vais mettre une restriction. Pour moi, il faut être. Donc il n'y a qu'un admin qui peut en fait appeler la méthode que je viens de créer et rajouter un nouvel utilisateur. Je garde mon rôle user de base pour les autres et ainsi de suite. Donc je garde mes mêmes URL correspondantes. Bon, bah, il n'y a plus qu'à tester tout ça. Donc je vais relancer mon serveur avec ma nouvelle configuration. Voilà. Les requêtes. Petite vérification que ça fonctionne au niveau des anciennes URL. Donc là, ce que je vais faire, c'est essayer de voir si je peux rajouter un utilisateur. Donc, je vais faire un post sur slash API, utilisateur. Comme d'habitude, il faut que je sois connecté pour le faire. Donc c'est du basique. Alors premier test, normalement pour pouvoir ajouter un utilisateur, si j'ai bien ma config est bien fonctionnelle, il faut être admin. Donc je vais prendre premier test qui doit échouer. Je vais tenter de rajouter un utilisateur. Alors je vous rappelle que dans le body, on a dit qu'on attendait un utilisateur. Donc en l'occurrence, un utilisateur, je vais l'envoyer en JSON. C'est un champ login. Donc là, je vais tenter de rajouter le fameux que vous attendiez depuis longtemps, le Johan. Ça a un password. On va faire dans l'original. Je vais l'appeler Johan. Et le dernier champ, c'est pour définir si l'utilisateur est admis ou pas. Bon, allez, on va le mettre admin, sinon il va être vexé. Ça, c'est un booléen. Donc voilà l'utilisateur que je veux rajouter. Donc on est bien d'accord, ça doit échouer parce que Fred n'est pas admin. Conclusion, il m'a bien bloqué la requête avec un 403, donc il a bien récupéré mes rôles. Du coup, le seul moyen de l'ajouter, c'est de passer par le seul utilisateur pour l'instant admin, c'est admin. Hop. Donc là, il m'a bien fait un 201 created. Il m'a bien fabriqué un utilisateur Johan. Et il m'a renvoyé donc l'utilisateur qui a été créé. Donc logiquement, j'ai maintenant dans ma base un nouvel utilisateur admin qui s'appelle Johan et qui a comme login Johan. Du coup, on va tenter un post de message
avec ce nouvel utilisateur. Pour vérifier qu'il est bien autorisé. 201 created, donc c'est bon. Il a réussi à s'authentifier avec le login Johan et le password Johan. Donc, on a bien un utilisateur en plus. Alors, ça commence à être bien, juste petit détail, on est bien d'accord. Au niveau de la création d'un utilisateur, alors si je retente de créer, normalement, voilà, j'ai un 400 puisque l'utilisateur Johan existe déjà. Alors, on avait bien mis au niveau de notre API, vous vous souvenez, quand on crée un utilisateur, il renvoie systématiquement l'URL 201 created avec le champ location. Donc, vous l'attendiez évidemment tous aussi. Mathieu, je vais faire un post. Alors, normalement, le Johan est administrateur, donc il a lui aussi le droit de créer des users. Voilà. Vous remarquerez, on a un champ location ici qui en fait représente le nouvel objet qu'on a créé, qui est sur /utilisateur/ le login utilisé. Pour être cohérent, le minimum à faire, ça serait de rajouter un get sur cette URL, puisqu'elle est censée représenter un utilisateur. Donc je retourne dans mon contrôleur, en plus de la méthode post, ça serait bien là du coup de rajouter une méthode get pour être capable d'aller récupérer éventuellement le profil d'un utilisateur correspondant. Donc là, c'est un get mapping sur un utilisateur. Donc là, je vais reprendre par exemple la structure qu'on avait adoptée pour le get message by ID là. Et je vais dire, je vais faire pareil pour mes utilisateurs pour être cohérent avec la location que j'ai renvoyée. Donc mes URL, ça va être /utilisateur. Alors, plutôt que de mettre ID, là, je vais login, c'est plus clair. Donc, ce que je vais renvoyer, c'est une response entity d'utilisateur. Et c'est un find utilisateur by ID. Donc, la passe variable, je l'ai renommée. Plus lisible. Donc, c'est plus un long, on est bien d'accord ici. C'est une chaîne de caractères. Du coup, là, on va chercher des infos sur un utilisateur. Donc, en l'occurrence, on va chercher l'utilisateur. Donc, deux cas possibles. Il existe, le login existe, on renvoie l'utilisateur correspondant. Le login n'existe pas, on renvoie comme d'habitude un not found. Donc, plutôt que de faire un optional ici, on a une map sous la main, on n'a pas besoin de parcourir tout. Donc, on va directement aller vérifier s'il est dans la base. Bien la clé login. S'il ne la contient pas, je renvoie un not found pour dire que l'utilisateur n'a pas été trouvé. Alors du coup ici, j'ai plus qu'à aller chercher mon utilisateur. .get, je donne son login, et voilà. Donc là, on a une méthode qui semble être intéressante. La seule problématique, c'est que là, on n'a pas géré du tout la sérialisation des utilisateurs. Donc, si on la laisse telle quelle, ce qui va se passer, c'est que n'importe quel utilisateur va pouvoir aller demander /utilisateur/Johan, par exemple,
et donc va récupérer l'utilisateur sérialisé. Donc si vous regardez ce qu'il y a dedans, il y a son login, il y a son mot de passe, et il y a le fait qu'il soit admin ou pas. Euh, c'est un peu embêtant. Là, l'idée, ça serait de dire, ben, en fait, un utilisateur, cette URL-là, elle est assez critique. Donc, je vais la limiter à l'utilisateur connecté. Il a le droit de demander ses propres informations, son profil, sous-entendu, mais uniquement lui. Alors, on a Spring Security sur la main, sous la main, donc on l'avait déjà utilisé précédemment. Je vous rappelle un truc assez simple. On demande à Spring Security le principal pour qu'il nous l'injecte. D'accord. Et du coup, on a juste une vérification à faire. Quand un utilisateur appelle cette URL sur un login, c'est de vérifier que le login qui est demandé, c'est bien le même login que l'utilisateur qui est actuellement authentifié. Du coup, ce qu'on peut faire là, c'est renvoyer un unauthorized. Alors, la question à se poser, c'est est-ce que je vérifie d'abord si l'utilisateur existe ou pas? Bon, je vais faire mon contrôle avant pour être sûr que l'utilisateur lance pas des requêtes sur des URL aléatoires pour vérifier juste si l'utilisateur existe ou pas. Donc, je vais aller chercher le principal. Ça, c'est l'utilisateur connecté. Je demande son nom et je vais vérifier s'il est égal au login qui est demandé. Alors, si c'est pas le cas, ça veut dire que quelqu'un de logué demande des infos sur un autre utilisateur. Je vais tout simplement renvoyer une response entity avec un statut non autorisé et je renvoie cette réponse là. Conclusion, l'utilisateur va être bloqué et ne pourra pas demander cette URL là. Alors si j'arrive ici, ça veut donc dire que celui qui demande l'URL /Yohan, c'est bien Yohan qui est connecté, donc on a le droit de lui renvoyer les informations et on va les lui renvoyer. Bon, bah, il ne nous reste plus qu'à tester tout ça. Du coup, je redémarre mon serveur avec ma nouvelle URL. Je reprends mes requêtes. Du coup, j'ai redémarré, donc mon utilisateur Yohan a été supprimé. Conclusion, il faut que je refabrique un nouvel utilisateur, par exemple. Donc le seul qui est capable de le créer actuellement, c'est admin. Donc je vais créer l'utilisateur Mathieu. Donc c'est bon, il me l'a créé, il m'a bien fabriqué l'URL pour ce nouvel utilisateur. Donc je peux tenter de faire un get dessus. Et évidemment, pour faire un get, il faut que je sois authentifié. Puisqu'on a demandé à ce que tous les utilisateurs, enfin toutes les URL soient avec un as role user. Donc je vais reprendre mon autorisation. Et là, je vais tester que ça fonctionne bien. Je vais être avec un autre utilisateur. Donc par exemple, Fred, et je veux hacker Mathieu et demander des infos sur lui. Donc là, j'ai bien mon 401. J'ai pas le droit d'attaquer cette URL là parce que je ne suis pas connecté en tant que Mathieu. Par contre, si je me connecte en tant que Mathieu, là ça marche. Bon alors, on est bien d'accord, on évite normalement ce genre de choses, c'est-à-dire de renvoyer en clair le mot de passe. Un, il faudrait l'avoir encodé, et deux, a priori c'est un champ qu'on va ignorer avec un @json ignore au moment où on va le sérialiser un utilisateur pour ne pas renvoyer ce fameux mot de passe.
Bon, ceci est un autre problème, mais là donc on a bien un système effectif qui fonctionne. Alors je vous rappelle, j'en avais parlé en cours, c'est une des méthodes pour le faire au niveau du message controller, vous avez bien vu, on utilise ici le principal et on écrit le code pour le faire. Alors, il y a une autre méthode pour le faire, ça va être de mettre des annotations de sécurité sur les méthodes pour les bloquer si on n'est pas dans les conditions correspondantes. Donc là, l'idée, c'est de vérifier que le login qui est ici est égal au name de l'utilisateur connecté. Donc cette requête-là, en fait, c'est ce qu'on appelle un pre-authorized, @pre-authorized. Donc une autre manière d'écrire la même chose, en fait, de manière plus simple parce qu'on n'a pas de code à écrire, je vous donne le code correspondant, ça va être d'utiliser une annotation @pre-authorized. Donc là, du coup, donc je fais la même méthode, hein, je lui donne une URL différente. Je fais un find utilisateur by ID 2, donc c'est la même que celle du dessus, qui va faire exactement la même chose, sauf que là, du coup, je ne vais pas contrôler, je ne vais pas demander de principal, je vais juste mettre une annotation de contrôle en pré-autorisation avant de lancer la requête. Donc, ça va être de vérifier que dièse login, c'est-à-dire le champ qui apparaît ici dans la méthode, doit être égal, donc c'est un equals, hein, puisque c'est des chaînes de caractères, à authentication.principal.username. Donc là, il va aller récupérer ça, il va vérifier que la requête pre-authorized est bonne, et il va la bloquer de manière automatique sans que j'ai besoin d'écrire le code explicite et de renvoyer un unauthorized. Donc c'est assez pratique, assez propre, et ça vous évite de coder à la main en fait la vérification des pré-autorisations sur les droits d'accès aux méthodes. Alors, petite remarque en passant, pour que tout ça fonctionne, c'est pas le cas par défaut, il faut qu'en fait vous activiez ces fameux pre et post enable. Elles sont pas activées par défaut malheureusement. Du coup, pour que tout ça fonctionne, il faut dire à Spring Security dans sa configuration, ah au fait, il faut que tu testes les préconditions d'autorisation dessus. Donc là, je reviens sur ma security config. Alors normalement, on le met dans une classe à part de configuration des global method security. Donc c'est un @enable global method security et on peut lui préciser pre post enable égale true pour activer les préconditions et les post-conditions. Donc si je fais ça, il va automatiquement interpréter ma pre-authorized. Si je mets pas ça, mes pre-authorized en fait ne vont pas être exécutés. Conclusion, ça fera strictement rien. Alors du coup, pour terminer en beauté, on va juste vérifier que tout ça fonctionne. Les requêtes pendant qu'il se relance. Donc je vais juste vérifier que ça fonctionne. Donc je vais prendre les utilisateurs existants. Donc Fred, il existe. Sur /utilisateur/Fred, normalement j'ai le droit d'exécuter ça. Voilà, donc je récupère bien mes infos. Ça c'est mon code de tout à l'heure. Et si je passe sur utilisateur 2, mon autre URL qui là utilise le pre-authorized, juste pour tester, ça fonctionne bien. Et est-ce que le pre-authorized est bien activé? Si je tente d'accéder à cette URL avec un autre utilisateur authentifié, voilà, il génère automatiquement la pré-autorisation, le test qu'on a mis en place sur la méthode échoue. On n'a pas le égal puisque le login est admin et le principal le login c'est Fred et le principal.username c'est l'utilisateur authentifié, c'est-à-dire admin ici, et Fred c'est le login. Conclusion, comme la préautorisation a échoué, il renvoie false et il bloque la méthode en renvoyant un 403 automatique. Ce qui est assez pratique. Bon ben voilà, l'épisode 3 est terminé. On commence à avoir une structure
qui commence à être raisonnable, donc c'est pas mal. Suite au prochain épisode, on va attaquer des choses plus compliquées avec des tokens et des choses comme ça. La suite au prochain épisode. Au revoir à tous.